Donc, bonjour, top départ pour le Legal Design. Je voudrais poursuivre le fil rouge dont parlait Mathieu, c'est-à-dire comment on intègre, comment on adopte les pratiques du monde d'entreprise pour notre pratique des cabinets, dans pratique libérale dans les cabinets d'avocats, ce qui n'était peut-être pas très habituel avant, mais qui je pense qu'il s'avère indispensable aujourd'hui. Donc le legal design également vient de ce monde d'entreprise dont on parlait tout à l'heure, très lié avec le design thinking dont nous allons aussi parler, mais justement en découvrant le legal design et design thinking, on m'a dit qu'il fallait faire le contraire qu'on fait d'habitude nous, les avocats, c'est-à-dire le plus important, on met dans les conclusions à la fin. Donc là, non, il faut mettre le plus important, il faut dire dès le début pour que tout le monde puisse savoir de quoi on parle et puis éventuellement sortir si ça ne l'intéresse pas. Donc, le legal design, j'ai trouvé une sorte de définition sur LinkedIn de notre consoeur, ou en tout cas quelqu'un qui pratique le legal design, Madame Siem Ayadi, qui a écrit que le legal design est un état d'esprit qui ne se limite pas à faire des infographies, mais qui est une méthode qui permet aux juristes ou à un entrepreneur de développer les compétences en agilité, en gestion de projet, en intelligence collective, empathie cognitive, idéation, itération. Donc, c'est un concept, c'est pas forcément une façon graphique de présenter ces idées, mais c'est tout un concept. Donc, ce que je voudrais, c'est présenter très rapidement tous les intervenants pour qu'ils puissent ensuite présenter leurs projets, leurs idées et pour qu'ils nous expliquent comment ils intègrent le legal design dans leur pratique et dans leurs solutions. Je vais commencer par le bout de la table. Donc, Sophie Savaïd, notre consoeur du barreau de Marseille, qui a commencé à Paris, au cabinet qu'on connaît tous, nous tout le monde qui travaille un petit peu dans l'innovation, cabinet Alain Bensoussan, qui est donc un cabinet pionnier et très connu en droit des technologies et numériques, et aussi dans tout ce qui est innovation d'organisation et de solutions proposées aux clients. Donc, Sophie a quitté Paris en 2013 et a fondé son propre cabinet en 2016. Donc, en se retrouvant à Marseille, comme client, elle avait des entrepreneurs qui ne la connaissaient pas. Donc, elle cherchait des solutions innovantes pour se faire connaître et pour attirer la clientèle. Donc, elle propose notamment les Legal Days, journées de formation. Elle est très active sur les réseaux sociaux. Et elle a rejoint Avotech l'année dernière, je crois. Non, cette année. Et donc, elle nous dira tout à l'heure ce que elle propose. Elle fait partie aussi de la commission numérique du barreau de Marseille et de l'incubateur qui organise les Legal Party qui a eu lieu il y a une semaine. Ensuite, Mélanie Parnot, que peut-être je ne devrais même pas présenter parce que c'est une star au barreau de Montpellier, en tout cas, mais peut-être au niveau national aussi, puisqu'elle est vice-présidente du réseau national des barreaux. Voilà. Donc, c'est parti Marseille, d'ailleurs, notamment. Voilà. Mais
juste pour rappeler, elle est avocate depuis 18 ans déjà. Donc, elle a... Moi, j'en ai plus, donc pour moi, 18 ans, c'est très peu. Donc, mais elle est multicasquette, elle ne veut pas le dire, mais elle a des compétences un peu dans tous les domaines du droit des affaires, mais pas que, parce que justement, après avoir pratiqué pendant des années et excellé dans les domaines de droit des affaires, et là, justement, changer de domaine, mais je vais y arriver. Donc, comme avocate en droit des affaires, elle a eu des clients comme des TPE, n'est-ce pas? Et elle s'est rendue compte que ces TPE n'avaient pas les moyens de payer de services de qualité. Or, il en avait besoin. Et donc, ça l'a poussée à réfléchir à l'innovation et elle nous dira où est-ce qu'elle en est arrivée. Actuellement, donc, elle est présidente donc, de l'incubateur du barreau de Montpellier. Elle est fondatrice de Droit Quotidien LegalTech, qui est une filiale française d'une société ou une association belge qui donc propose des solutions innovantes qui permettent l'accès aux droits des personnes vulnérables par le numérique. Ensuite, je vais passer à Geoffrey Vigneron, qui est donc avocat au barreau de Bruxelles et fondateur de Logitech. Il se définit comme coding lawyer et donc il a fondé son cabinet qui fournit des solutions technico-juridiques à la clientèle et utilise dans ce cadre le legal design. Geoffrey est également chercheur à l'université de Liège dans le département Legal Tech Lab et auteur de publications scientifiques. Il a copublié Guide pratique des plateformes en 20 legal design. Il est cofondateur également de plateformes de consultation en ligne, OSA, et membre de collectif Open Justice qui développe d'outils open source qui favorisent la digitalisation des professionnels du secteur et l'accès au droit. Ensuite, j'accueille Laura Fokker, qui est donc représentante aussi de la France et de l'Espagne, qui est une spécialiste experte en stratégie marketing juridique. Elle accompagne donc l'innovation et la transformation numérique des métiers du droit. Elle est également directrice en Legal Tech de l'Université de Madrid et enseignante dans différentes écoles, business school, barreau de Madrid, de Barcelone, Legal Technology Innovation Institute. Donc, beaucoup de casquettes à son actif. Elle a été primée par le prix Women in Tech Award en 2020 par le ministère britannique du Commerce international. Elle est également ambassadrice pour l'Espagne de European Legal Tech Association et cofondatrice de Legal Hackers Madrid. Voilà, donc on a une table vraiment des grosses pointures dans ce domaine. Donc, enfin, je voudrais, last but not least, je voudrais présenter Alexandra Saab-Ferry, qui est notre consoeur de barreau de Paris, qui est donc fondatrice et pilote cabinet Second Avocat, également qui a fondé une plateforme mesindemnités.com que je pense que tout le monde connaît. Donc, elle est avocate en droit social. Donc, je pense qu'Alexandra, c'est ton domaine de prédilection. Donc, tu as écrit ce que j'ai beaucoup aimé, que, en fait, c'est un mélange entre l'exigence technique juridique et les considérations humaines dans lesquelles tu te reconnais.
Alexandra fait partie donc d'Avotech et même tu es, je pense, cofondatrice d'Avotech. On va passer le tour de table pour que chacun nous dise comment il est arrivé à cette innovation et comment ça se fait qu'on devient innovateur et fondateur d'une start-up ou développer une innovation au sein de cabinet. Donc, première question. Comment vous êtes venu l'idée de nouveaux services que vous proposez? Peut-être on va commencer par Alexandra cette fois-ci. Alors, bonjour à tous. Alors, comment je suis arrivée au legal design? Alors, c'était vraiment complètement par hasard, sur un malentendu, comme beaucoup de choses que je fais. Et en fait, donc j'ai développé mesindemnités.com. Mesindemnités.com est un calculateur des indemnités de rupture du contrat de travail. Et je suis partie en fait du besoin de mes clients en tant qu'avocat et avec un besoin que je trouvais plutôt mal adressé. Et puis vraiment, j'ai essayé de comprendre quels étaient leurs besoins, quels étaient les obstacles à cette information, etc. Et comment est-ce que je pouvais la délivrer le plus rapidement possible d'une façon qui satisfasse bien mes clients. Et donc, en développant mes indemnités, j'ai travaillé d'une certaine façon. Et puis, un jour, il y a Sumi Saint-Auguste, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, c'est la présidente d'Openlaw, c'est aussi la directrice de l'innovation chez Lefebvre CRU. Et elle me dit, mais c'est incroyable parce que la façon dont tu as développé mes indemnités, en fait, tu as appliqué les méthodes du legal design. Bon, je ne savais pas ce que c'était, on était en 2017, j'en avais jamais entendu parler. Du coup, j'ai fait des recherches, ça m'a passionnée, je me suis formée, j'ai tout repris pour mes indemnités depuis le départ, parce que peut-être que j'avais intuitivement appliqué quelques méthodes du legal design, mais en fait, on peut faire beaucoup mieux. Et voilà, et en fait, ça a vraiment changé mes vies d'avocat, de legal taker. Et ça m'a donné en fait une colonne vertébrale et une structure parce qu'en fait j'ai mis des mots sur ce que je faisais intuitivement et en fait donc maintenant je peux l'affirmer de façon extrêmement claire. Ce que je fais c'est de l'accès au droit et de l'accès à l'avocat. Et en fait c'est ça que permet le legal design puisqu'en fait donc c'est pas un quoi, c'est pas une chose. Le legal design c'est un comment, c'est une méthode. Et en fait, on met l'utilisateur, le client, le justiciable au centre de toutes les réflexions pour permettre que le droit le droit est mal designé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'adresse à tout le monde, à tous les justiciables, et la capacité de l'essentiel des justiciables à comprendre le droit est nulle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait autant d'études. On a appris une langue étrangère qui n'est pas parlé par le commun des mortels. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il est mal designé. Alors, en plus de ça, vous mettez dessus la justice avec tous les problèmes de délai et autres qu'on connaît, ce qui fait que vous avez un truc qui ne fonctionne pas. Et quand ça ne fonctionne pas et que ça fonctionne mal, c'est tout simplement mal designé. Et donc, notre job de legal designer, c'est de faire en sorte de redesigner le droit pour qu'il soit utile, utilisable et un truc de dingue, désirable. Et ça, c'est très, très important. Parce qu'en fait, on fait les choses avec amour. Et en fait, on voudrait que les gens se ruent sur le droit parce qu'ils adorent ça autant que nous. Et voilà, et on est peut-être complètement barjots, mais je pense qu'autour de cette table, on y croit tous. Bonjour à tous. Alors, juste une petite précision, parce qu'en plus on est là et c'est l'occasion. Je ne l'avais pas dit parce que ce n'était pas officiel, mais depuis hier, ça l'est. Je travaille aussi je suis maintenant partenaire du Global Institute, donc avec Gaël et Simon, et nous lançons un DU de Legal Design avec l'Université de Montpellier. Nous lancerons très vite. Donc voilà, petite précision importante.
Ce qui me fait très plaisir en plus, parce que c'est pour moi aussi l'occasion de retravailler avec la France. D'une part avec des projets avec Alexandra et avec le Global Institute. Donc voilà, j'en suis très heureuse. Alors moi, je suis le vilain petit canard ici, parce que je ne suis pas avocate. Je dois être la seule dans cette salle à ne pas être avocate, je pense. Une deuxième, bon, voilà. J'ai commencé ma carrière, je suis interprète de conférences, de formation, et j'ai commencé ma carrière assez rapidement avec un stage dans les tribunaux. Donc j'étais interprète des tribunaux, donc espagnol, anglais, français. Et là, j'ai très vite compris. Alors d'une part, j'ai eu un coup de foudre pour la justice. J'ai trouvé que vraiment, j'adorais ça, et j'ai décidé que ce serait le secteur dans lequel j'allais travailler. Mais j'ai aussi vu que la justice, l'accès à la justice était complètement cassé. Donc moi, je traduisais pour des prostituées, pour beaucoup de gens sans papier, beaucoup de gens pour qui je ne pouvais pas faire une vraie traduction, parce que ça voulait rien dire pour eux. En fait, je ne pouvais pas faire une traduction juridique comme on fait à l'écrit, parce qu'ils ne comprenaient toujours pas ce qu'on leur expliquait. Et j'avais d'ailleurs ce problème en me disant, c'est pas éthique, je suis pas censée transformer ce que je traduis. Mais à la fois, si je le fais pas, c'est comme si je le traduisais en chinois. Donc, c'est là que j'ai vraiment fait ce constat. Après, j'ai travaillé pour des cabinets d'avocats. Je me suis formée en marketing et en communication, et voilà, je me suis mise à faire du marketing juridique quand il fallait même pas dire qu'on faisait du marketing juridique, parce que c'était très moche pour les avocats. Donc c'était la communication, on appelait ça la communication. Et j'ai vu la technologie comme vraiment, je me suis dit, au niveau marketing, il y a vraiment un business de fou qui est vraiment à prendre, que les cabinets d'avocats doivent prendre, aussi bien en interne pour mieux travailler que en externe avec leurs clients, etc. Donc j'ai monté avec une associée un cabinet de transformation numérique pour accompagner les cabinets et les directions juridiques. Et en fait, ça se passait plutôt bien. J'avoue que les cabinets n'investissaient pas tellement. C'était plutôt côté direction juridique. C'était eux qui faisaient appel à nous. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de projets qui tombaient à l'eau, qui ne fonctionnaient pas du tout, parce que, justement, parce qu'il n'y avait pas de méthode derrière, en fait. Parce qu'ils voulaient adopter la technologie parce qu'il fallait, parce que c'était la mode, parce que tout le monde le disait, parce que tout le monde le faisait dans les autres domaines. Et ça ne fonctionnait pas parce que... ils n'avaient pas changé leur état d'esprit. Ils avaient souvent pas, justement, ils pensaient pas en termes d'entreprise. Ils géraient pas leur cabinet comme si finalement c'était une entreprise. Et c'est là que j'ai découvert le design thinking, donc que moi je définis comme une méthodologie créative de résolution de problèmes centrée sur les humains, sur les personnes, parce que donc comme Alex, je pense que c'est vraiment ça, il faut vraiment humaniser la justice. Et j'ai découvert ça, et voilà, coup de foudre, je me suis formée en design thinking, et moi j'appelle pas trop ça legal design, parce que finalement c'est une méthodologie qui est utilisée dans plein d'autres domaines. On appelle ça légal pour que les avocats nous écoutent. Mais finalement, voilà, c'est du design thinking, et ça aide énormément beaucoup d'avocats, et surtout les justiciables, parce que c'est notre fin ultime à tous. Je pense que les justiciables puissent comprendre, et voilà. Je crois que. Bien, merci. Alors, Geoffrey, raconte-nous. Allô, merci. Tout d'abord, merci pour l'accueil à l'Ordre de Montpellier, de recevoir des confrères belges. Mon associé et moi avons toujours dessiné en fait pour apprendre le droit quand on était étudiant, et pour mieux l'apprendre, c'était plus facile de le schématiser, de le résumer avec des dessins, des icônes, etc. Mon associé a toujours eu une passion pour l'art graphique, et de mon côté, moi j'étais plutôt curieux de la technologie, de l'informatique, et chemin faisant, en 2016, on a créé une plateforme de consultation en ligne. On a un peu monté nos compétences technologiques sans revendiquer du tout être des développeurs, mais on a assez de compétences pour pouvoir comprendre des développeurs et apporter nous-mêmes des solutions techniques à des petites problématiques comme l'affichage d'images sur votre site web ou l'administration d'un CMS, ce genre de choses.
Et en parallèle, on a découvert que Harvard avait qualifié l'illustration du droit par les dessins de legal design, que certains revendiquaient que c'était la création d'un nouveau courant juridique, il y avait tout plein de controverses là-dessus. Pour nous, c'est aussi vieux que le dessin et aussi vieux que l'application de la technologie au sens large au droit. Et donc on a en fait investi dans cette matière pour développer des solutions que l'on utilisait d'abord au sein du cabinet pour expliquer le droit à nos clients, parce que c'était beaucoup plus facile d'avoir leur consentement et d'avoir leur compréhension des matières quand on faisait des structurations ou quand on avait des procédures un peu complexes avec des stratégies à leur soumettre. Et puis on s'est rendu compte que les clients utilisaient No Legal Design pour expliquer à leurs partenaires ou expliquer à leurs propres clients quelles étaient leurs relations au niveau juridique. Ce qui nous a permis en fait de proposer des nouveaux services à nos clients à destination des leurs, qu'on a qualifiés de services technico-juridiques. Donc en gros, on fournit des solutions intégrées pour expliquer le droit au niveau contractuel ou autre à différents partenaires qui peuvent être des éditeurs, des assureurs, des banques, etc. Et ainsi obtenir dans leur chef un consentement éclairé de la part de leurs clients. Et pour ça, on utilise tout plein d'outils qui sont aujourd'hui disponibles même de manière open source et qui méritent un petit peu d'attention de la part des avocats, comme par exemple on le fait pour de la formation permanente dans tous vos domaines juridiques de prédilection. On peut investir un peu de temps dans la découverte d'outils technologiques. Tantôt on parlait du no-code, il y a plein d'autres applications, il y a tout plein d'autres outils qui peuvent être utilisés, même Word ou Excel. Maintenant c'est une question de choix et d'investissement de temps dans les outils qui permettent de sortir le droit de son carcan un petit peu difficile à appréhender quand on n'est pas un juriste professionnel. Il faut pouvoir remettre effectivement l'utilisateur au centre du droit, parce que c'est lui l'utilisateur final du travail qu'on fait. Donc pour l'expliquer, on n'a encore rien trouvé de mieux jusqu'à présent que des dessins ou des animations juridiques. Voilà. Alors, pour ce qui est pour comment on a eu l'idée d'amener ce service, donc nous en fait on est avec Droit Quotidien Legal Tech, on essaye d'améliorer l'accès au droit pour les personnes, on va dire dans la dernière partie de leur vie, pour pas dire les personnes âgées. Et donc en fait, pourquoi on a décidé de s'attaquer à ce sujet-là, qui est un sujet qui n'est pas forcément hyper attrayant, hein. On ne se dit pas, tiens, je vais être spécialiste du droit de la protection juridique, et je vais faire de la tutelle et de la curatelle, ça va être trop fun. Donc pourquoi on a choisi ça ? Moi, j'étais avocate en droit des affaires, hein, plutôt. Et donc, pourquoi du jour au lendemain, je me dis que je vais faire du droit de la protection juridique ? Ça a été vraiment tout un travail de réflexion déjà pour se dire, mais finalement, quel est le domaine du droit où le justiciable est complètement abandonné, laissé à lui-même, perdu, en situation vraiment dramatique. Quel est ce domaine-là ? Eh bien, en faisant une étude approfondie, on s'est rendu compte que le droit de la protection était un droit qui était vraiment complètement délaissé par les avocats. Il faut savoir que 95% des dossiers arrivent devant des juges des tutelles absolument seuls. Il n'y a pas d'avocat avec eux. Et que les juges des tutelles sont plutôt en sous-effectif et traitent les dossiers de manière assez... on va dire, ils ont besoin que ça aille très vite. Donc, on s'est dit que finalement, ce justiciable-là, il est tout seul. Souvent, il est même pas consulté. Hein, il se retrouve sous tutelle du jour au lendemain. Il savait même pas en fait qu'il allait être mis sous tutelle. Et on s'est rendu compte qu'on avait une réglementation juridique qui avait bien évolué. Il y avait plein d'outils qui permettaient juridiquement de faire en sorte que ça se passe mieux. Et pourtant, que ces outils n'étaient pas du tout utilisés, en tout cas étaient extrêmement sous-utilisés. Donc on est parti de ce constat-là. Et ensuite, on s'est dit, comment ça se passe pour une personne âgée ? Comment ça se passe ? Donc on est allé voir, on a fait le processus du design thinking que vous décrivez. On s'est dit, ok, donc on a identifié que les personnes qu'on veut aider, c'est ces personnes-là. Et à partir de là, on s'est dit, comment ça se passe pour eux dans leur vie ? Et on a vraiment fait tout le tour, aussi bien essayer de comprendre comment ça se passait pour les personnes en elles-mêmes, mais aussi pour tout l'environnement, parce qu'il s'avère que les personnes âgées, en fait, elles sont souvent entourées par un écosystème une équipe de soins à domicile, parce qu'en fait, notre objectif, c'est vraiment de contribuer au maintien à domicile, et donc on a essayé de construire une offre de services juridiques, mais complètement sur mesure,
dans ce domaine-là. C'est-à-dire que c'est pas une offre de service juridique qui est inspirée de tel ou tel domaine. Donc on est allé voir les gens et leur a dit mais comment ça se passe quand il faut mettre en place une mesure de protection juridique? Comment vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3? Combien de temps ça prend? Et pourquoi vous... Voilà. Et à tous les acteurs autour, on a dit mais quelles difficultés vous rencontrez? On a demandé... Et donc de tout ce travail de réflexion qui a duré 2 ans et d'échanges, de construction, on a fini par construire une offre de service global qui part du parcours utilisateur. Voilà. D'abord, la première chose, c'est qu'il faut sensibiliser les gens à la question des mesures de protection. On est tous d'accord qu'il vaut mieux le faire quand ils comprennent encore. Hein. Donc, en fait, on s'est dit, comment on fait pour amener ce sujet-là au moment où les gens sont encore capables de le comprendre, et puis l'amener d'une manière qui les stresse pas, hein, parce qu'au final, et qui leur donne envie de le faire, et qui leur génère une émotion plutôt de soulagement, de se dire, finalement, waouh, j'ai traité ce problème-là, maintenant je peux continuer à vivre tranquillement, puis si jamais ça va pas, je sais que ça se passera comme ça ou comme ça. Donc en fait, on a construit cette offre de service avec une création d'un truc super innovant qui est un guide pratique de protection juridique. Vous voyez, c'est du papier en fait, on l'a designé avec... donc effectivement, on fait du legal design, mais on s'entoure de designers, hein, parce on s'est mis tous autour de la table, il y avait un designer dans le lot qui nous a vraiment aidé à construire ce guide pratique de A à Z pour qu'il y ait vraiment un parcours qui soit hyper agréable. Et donc ce guide, il se lit en 20 minutes, donc ça permet d'avoir fait le tour du sujet en 20 minutes. Il y a quasiment pas de mots sur chaque page, c'est beaucoup d'images, mais il y a aussi des mots quand c'est nécessaire. Et donc, au-delà, effectivement, de la partie design, il y a quand même la partie aussi langage. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de langage juridique clair encore, mais il y a un mouvement international. En France, on parle plutôt de FALC. Hein. Je sais que moi, je suis beaucoup en contact médico-social. On parle de facile à lire et à comprendre. Et donc, ça s'appelle plain language ou langage juridique clair. Et donc, en fait, c'est vrai que nous, avocats, on a été formés à écrire d'une manière qui est très technique. C'est vrai qu'on choisit nos mots de manière pesée, on écrit vraiment et on structure d'une manière qui est évidente pour nous et qui est très claire. Mais quand vous montrez ça à un non-justiciable, lui, il cherche l'information. Vous prenez un compromis de vente de notaire, vous allez chercher, si vous y comprenez rien dans ce domaine-là, vous allez chercher les infos qui vous intéressent en fait. Vous êtes obligé de chercher vous prenez des statuts de société, c'est pareil. Vous allez chercher à gauche, à droite, toutes les infos. Le contrat de travail, c'est pareil. Voilà, vous cherchez les infos qui vous intéressent quand vous êtes justiciable. L'idée du langage clair, c'est déjà de mettre les informations qui sont les plus pertinentes au début, comme disait. Mais c'est aussi de les écrire d'une manière qui soit extrêmement compréhensible et qu'un enfant de 8 ans pourrait éventuellement comprendre. Voilà. Donc on n'écrit pas nos documents comme ça. Donc nous, on a vraiment conçu notre service en se disant qu'il faut que les personnes âgées en difficulté comprennent ce qu'on écrit. Donc ça, c'était vraiment pas évident, le choix des mots. Tout a été, c'était un gros travail. Et savoir aussi, souvent quand on est dans une information juridique, on va vouloir avoir une approche encyclopédique. Et donc nous, on s'est dit non, on veut une fiche d'une page maximum. Et donc on veut essayer de faire en sorte que l'information qui est donnée à la personne, on ne va pas lui parler de curatelle si ça ne la concerne pas. On va qualifier son problème et ne lui parler que du sujet qui la concerne directement et ne donner que les informations qui la concernent. Voilà comment ça nous est venu à l'idée, voilà tout le parcours pour arriver à ça. Et c'est vrai que ça peut... Finalement, c'est pas une chose, c'est plein de choses différentes, en fait, cette démarche. Je vous remercie pour votre écoute. Merci. Et Sophie ? Oui, alors c'est donc en montant. Donc je voulais vous remercier d'abord monsieur le bâtonnier et puis tout le barreau de Montpellier de nous accueillir aujourd'hui et puis Avotech aussi qui va m'accueillir dans ses rangs cette année. Alors moi, j'ai pas, le legal design, je suis un peu tombée dedans sans le savoir puisque en fait chez Alain Bensoussan, donc qui a été mon premier cabinet dans lequel j'ai travaillé à Paris. On en faisait beaucoup et on en faisait beaucoup dans tous les actes qu'on rendait, que ce soit les conclusions, les assignations, les expertises ou les rendus à nos clients. Parce que comme c'est un domaine extrêmement technique, on a énormément simplifié toute l'information qu'on diffusait, alors que ce soit dans les conclusions, les assignations, les expertises ou encore les notes qu'on rendait à nos clients pour que ce soit accessible. Alors, je rebondis sur ce que tu disais, Mélanie, c'est qu'on parle une langue étrangère, donc on apprend, nous, à
traduire les problèmes de nos clients dans des termes juridiques, mais en revanche, on ne fait plus l'inverse. Quand nous, on fait des consultations ou autres, on ne le retraduit pas dans l'autre sens et ça pose problème. Donc, j'utilisais, moi, dans le cadre de mon activité normale, je faisais beaucoup de legal design sans le savoir, puisque je simplifiais au maximum. Quand je rends une note à mon client, je veux qu'il puisse s'en servir, je veux pas qu'il ait besoin de traduire encore ce que moi j'ai dit. Donc j'essaie de simplifier au maximum comme ça. Donc je l'utilise comme ça. Et puis après, quand je suis descendue donc de Paris à Marseille, j'ai fait une collaboration et après j'ai choisi de me mettre à mon compte. Mais j'y suis allée un peu la fleur au fusil parce que je n'avais pas de clients et que il fallait bien trouver des clients. Donc comment faire pour trouver des clients? Donc j'ai lu tous les bouquins possibles et inimaginables sur l'entrepreneuriat. Donc la semaine de 4 jours, comment les 7 habitudes des entrepreneurs qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Voilà, donc je les ai passés tous en revue, faire naître le leader qui est en vous, etc. Enfin voilà, je les ai tous lus. Et bon, alors ça m'a apporté certaines choses, mais surtout, ce qu'il en est ressorti, c'est d'abord faites ce que vous aimez faire comme vous êtes. Donc c'était un peu l'idée première aussi de s'installer à son compte. Et je pense que comme on est avocat, on a envie d'exercer. Et ce qui est très riche aujourd'hui, je trouve, c'est que dans tous les projets qui vous sont présentés, ils sont très différents parce qu'ils sont portés par des personnes très différentes et finalement chacun à son niveau, chacun avec ses idées, on va pouvoir apporter de l'innovation pour nos clients, au service de nos clients, pour qu'ils comprennent mieux ce qu'on fait, pour que nous on fasse mieux comprendre ce qu'on fait et surtout pour rendre le droit désirable. Je te cite Alexandra. Voilà, parce que finalement innover, c'est pas forcément ce que je disais à la journée de l'innovation qu'on a fait à Marseille il y a une semaine. Innover, parfois ça peut faire un peu peur, ça met beaucoup de pression. Oh là là, il va falloir que j'utilise de la tech. C'est quoi innover? Moi, je sais pas innover, etc. Mais finalement, innover, c'est juste apporter quelque chose de neuf à quelque chose qui est bien établi. Et nous, on a un métier qui est bien établi, qui est riche de tradition, qui est riche de sa déontologie, etc. Donc, c'est comment est-ce qu'on va apporter du neuf là-dedans et comment est-ce qu'on va finalement innover. Mais on peut innover à différents niveaux. Donc, c'est apporter une autre façon de rédiger ses actes ou de rendre ses consultations. Donc, c'est ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Donc, nos clients vont peut-être mieux comprendre ce qu'on leur dit. Et donc, moi, pour trouver de nouveaux clients, eh bien, je me suis dit, puisque je travaille pas mal avec les entrepreneurs, puisque je travaille avec des porteurs de projets plutôt dans le numérique, et je me suis dit, quel est le problème? Et on arrive tous à ce constat, c'est finalement comment est-ce que, en plus à Marseille, on est plutôt dans un tissu de PME, PMI, donc avec des gens qui n'ont pas de service juridique, qui n'ont pas le temps en fait de s'occuper de leur juridique, et c'est des gens qui n'ont pas envie c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie d'appliquer le droit c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de respecter les règles qu'ils ne les appliquent pas, mais c'est simplement parce qu'ils ne comprennent rien, qu'ils n'ont pas le temps de comprendre. Nous, notre métier, c'est de faire de la prestation juridique. Eux, leur métier, c'est d'aller faire de la restauration, etc. Le droit, ils n'ont pas le temps de s'y coller. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais aller, moi, à la rencontre de ces gens-là et je vais proposer des formations en pré-diagnostic, en fait, qui soient capables, via un retour d'expérience que je fais, de poser un pré-diagnostic sur leurs éventuelles problématiques ou sur des questions qu'ils vont avoir, de façon à ce que ensuite ils puissent venir vers moi parce que déjà je suis accessible, parce que je leur parle dans des termes accessibles. Et donc petit à petit j'ai mis en place ces formations qui sont maintenant en live sur Instagram. Donc il y a des vues, etc. Donc ça leur permet d'avoir une première information. Et après, toujours via les réseaux sociaux, à créer des supports en fait avec des tips. Enfin, voilà, donner de la petite information comme ça à des entrepreneurs qui n'ont pas le temps et qui sont peut-être un peu, réfractaires à se dire oh là là, je vais franchir la porte d'un cabinet d'avocats, je vais lui serrer la main, ça va déjà me coûter 300 balles, je peux pas. Donc voilà, c'était vraiment l'idée, c'est de désacraliser un peu et de descendre peut-être un peu de cette, je sais pas si on peut appeler ça un piédestal, mais en tout cas d'ouvrir la porte des cabinets, d'aller plutôt nous voir les clients. Donc ça c'est un premier et finalement ça crée des prospects, ça fait vivre, ça m'a amené des clients de faire ça et aussi de faire des vidéos puisque ça a amené des demandes de devis. Donc c'est une autre façon de proposer.
Et ensuite, via des outils qu'on a à notre disposition, genre Canva, je sais pas si vous connaissez Canva, on peut faire des designs nous-mêmes. Donc il y a pas, enfin, c'est vrai que on n'a pas forcément besoin. Enfin, en tout cas, moi, je fais pas un peu tâche ici, mais en tout cas, j'ai pas monté je suis en train de monter effectivement un site internet qui sera entièrement avec des prestations dématérialisées. Mais dans mon processus, je suis vraiment partie avec zéro budget et juste avec un peu des idées. Et puis surtout, j'ai essayé de faire. Comme avocat, on a souvent envie de dire mais si c'est pas parfait, je vais jamais, je peux pas montrer ça, etc. Mais en fait, faire est mieux que parfait. Essayer des choses et en fait, les retours qu'on en a sont souvent hyper positifs. Et ça amène des clients, ça amène du trafic, ou en tout cas, ça crée du réseau. Et de cette façon-là, on arrive à faire vivre son cabinet et petit à petit à évoluer et pouvoir du coup s'entourer d'autres personnes et ensuite monter ses projets. Mais c'est vrai que il y a quelque part, moi, je suis commencé à faire du pré-diagnostic. Après, du coup, j'ai pu faire vivre mon cabinet. Et maintenant que j'ai un peu de budget, je vais pouvoir justement dématérialiser une partie de mes prestations. Et moi, j'y suis arrivée comme ça. Et finalement, le legal design, pour moi, ça a été une façon de vulgariser et de me rendre moi accessible et de rendre ce que je rendais à mes clients accessible et de leur donner envie, finalement, de devenir leur partenaire de confiance de tous les jours. Moi, dans le tissu économique qu'il y a à Marseille, TPE, PME ou même dans les entreprises du numérique qui souvent font beaucoup de chiffre d'affaires mais ils sont trois ou quatre, donc il n'y a pas de service juridique. C'est une façon quelque part de devenir l'interlocuteur privilégié et du coup d'avoir des clients et de pouvoir avancer. Merci beaucoup. Bon, il nous reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais bien refaire un petit tour de table sur un sujet vraiment pratico-pratique pour nos cabinets, parce que finalement, appliquer le legal design, présenter les documents ou nos prestations d'une autre façon, c'est quand même, ça demande un investissement, soit de son temps pour se former, soit faire un appel à quelqu'un qui nous accompagnera pour transformer un petit peu nos présentations. Mais finalement, qu'est-ce qu'il en ressort? Finalement, on produit des consultations ou des statuts des sociétés, etc., qui sont volumineux parce que aussi on veut montrer qu'on a travaillé, qu'on a trouvé des informations, la jurisprudence, etc. Et finalement, maintenant, on va dire aux clients qu'on va leur donner moins, mais ça va coûter plus cher quelque part parce qu'on a investi quand même dans ce savoir-faire et dans cette façon de faire, que peut-être ils vont comprendre, mais est-ce que vraiment ça va les convaincre pour acheter ce service et peut-être payer plus cher parce que nous on a investi? Comment faire pour que les clients l'apprécient et comment valoriser cet effort qu'on fera pour effectivement notre prestation soit plus claire et plus lisible pour notre client. Comment le convaincre? Alors effectivement, quand on travaille avec des méthodes de legal design, donc en fait c'est peut-être pas très clair pour tout le monde. Donc en fait c'est une méthode, on va dire en 5 étapes. Donc la première c'est découvrir, c'est vraiment comprendre quel est le problème et quels sont les besoins des utilisateurs. Ensuite, on va synthétiser tout ça et on va ce qu'on appelle poser un legal design brief, c'est-à-dire quel est le challenge, qu'est-ce qu'on va essayer de résoudre comme problème. Déjà à ce moment-là, on commence à réduire parce que si on veut que une solution puisse résoudre tous les problèmes, ça marche jamais. Ensuite, on va prototyper très rapidement et ensuite on va tester pour vérifier que notre prototype est le bon. Et puis ensuite, on va continuer à itérer comme ça en testant nos prototypes. Donc en fait, là où par exemple, on aurait fait un acte juridique avec un bon vieux copier-coller, et ben là, on est vraiment en train de faire complètement autre chose et ça prend beaucoup plus de temps. Donc ça pose effectivement des questions de rentabilité. Ce qui est amusant, c'est que la plus grosse demande en termes de production legal designée viennent des très grosses directions juridiques. Donc nous, au cabinet, on a une clientèle
on vise le no man's land juridique, ceux qui n'ont pas d'accès au droit. Donc c'est des salariés et des TPE et toutes petites PME. Et pour le legal design, on ne travaille qu'avec le CAC 40. Voilà. Donc ça, c'est peut-être un point quand même à souligner. Il y a un vrai besoin d'innovation au sein des très très grosses directions juridiques. L'année dernière, j'ai remporté l'appel d'offres de la Poste, qui forme ses 150 juristes de solutions juridiques, qui est donc la DIRJU du groupe. Donc quand même pour vous montrer le niveau de des gens qui s'intéressent à ça. Donc, en vrai, c'est d'une rentabilité absolue. On est très, très peu nombreux à faire à pratiquer le legal design pour de vrai. Donc, du coup, on a pour l'instant encore une position assez monopolistique qui permet, surtout quand on s'adresse à des sociétés du CAC 40, de pas tellement hésiter sur le montant des factures. Et ça permet de financer ce qu'on fait pour les autres. Donc nous, par exemple, au cabinet, on travaille sur des infographies depuis 3 ans. On en a produit, je ne saurais même pas dire combien, je pense qu'on est à plus de 200. Chaque infographie, c'est plus d'une journée de travail. Entre le travail des juristes, le travail des designers, on a 2 designers au cabinet. Et ça, c'est... toutes les infographies sont librement accessibles, gratuitement accessibles bien sûr, sur notre site. On l'envoie par ailleurs à tout un tas de monde. Et ça, on peut se dire, c'est juste de la perte sèche. On peut aussi se dire, c'est de l'acquisition client. Donc, il y en a qui vont dépenser sur Google pour avoir de l'ad. Et voilà, nous, on dépense là-dedans. On a... je sais qu'on n'est pas censé parler d'argent ni ce genre de choses, mais enfin, c'est quand même pour que vous vous rendiez compte la croissance de Sagan, 2019 plus 35%, 2020 plus 51% de chiffre d'affaires, et cette année on est parti pour 60 ou 70. Voilà, donc c'est quand même pour vous indiquer ce que ça peut créer, qui est donc si vous vous arrêtez en disant mais moi si je fais ces conclusions legal designées et que du coup, je vais aller interroger tout le monde, je vais faire des prototypes, etc. Et j'en ai pour 1 mois et demi, c'est la réalité. Donc, et ça, c'est juste de la perte de temps et de la perte de rentabilité. Mais en fait, derrière, il se passe plein de choses. Et aussi, il se passe un truc génial, c'est le kiff, en fait. On adore, c'est vraiment génial. Et voilà, avec Laura, là, on bosse pour un énorme groupe d'assurance. On refait leur document de souscription d'une complémentaire santé. Donc, je pense que vous l'avez à peu près tous en tête. Un truc hyper sexy, très, très facile à comprendre. Et vraiment, ça fait 2 mois qu'on bosse comme des folles sur ce truc-là. Et on s'est trop marré. Et le plaisir de faire quelque chose où on sait que c'est beau, que c'est compréhensible. Enfin, c'est canon, donc allez-y. Bon, moi je suis d'accord évidemment avec tout ce qu'a dit Alexandra. Je pense que clairement il faut pas du tout voir ça comme un investissement. Je veux dire la rentabilité, mais c'est la méthodologie même qui veut ça, puisque de toute façon notre travail c'est d'adapter les solutions à l'utilisateur. Donc c'est-à-dire dans le cas d'un cabinet d'avocats, le client. Donc c'est forcément rentable. Oui, c'est-à-dire nous on est persuadés que toute notre vie on n'a fait que ça en fait. Mais si on découvre design thinking, on se rend compte que non, que toute notre vie on est parti de ce que nous on savait faire et ce qu'on avait envie de leur livrer, et finalement on s'est pas posé la question ce qu'ils attendaient de nous. Ouais. Et c'est là exactement la première étape du design thinking, donc la découverte, l'empathie. Bon, on a tous des noms, on utilise tous des noms différents, mais la première étape est justement ça, c'est-à-dire laisser de côté les préjugés. C'est pas facile, mais ça prend du temps quand même. Et vraiment interroger les clients. Ah ouais, mais ça vaut vraiment tellement la peine de prendre ce temps-là. Je veux dire, c'est perdre du temps au début pour en gagner. Voilà, sans fin. Geoffrey, qu'est-ce que toi tu en penses ?
il faut pas avoir peur de produire du contenu gratuit à disposition des utilisateurs ou des clients potentiels, parce que ça va attirer beaucoup d'attractions sur votre cabinet et vous pouvez pas imaginer qu'est-ce que ça va générer comme retour de clients possible pour votre activité. Parce qu'aujourd'hui, quand on publie un legal design sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus impactant que la dernière jurisprudence que vous auriez gagnée pour votre cabinet. Expliquer quelque chose de très simple avec un petit schéma agréable que beaucoup de personnes vont lire, vous pouvez pas imaginer jusqu'où ça va remonter, qu'est-ce que ça peut apporter comme clientèle. Donc ça, effectivement, c'est pas facturable en tant que tel, mais quand après une grosse société du CAC 40 vient vous demander de le faire pour elle, ben ça devient évidemment très intéressant pour le développement de votre cabinet. Et vous pouvez continuer à ce moment-là à produire du contenu gratuit pour des clients ou à destination de simplification ou à des projets à vocation sociale qu'il faut encourager évidemment pour rapprocher le droit du citoyen un maximum possible. Il reste combien ? Ouais, faut passer. Ah si, 2 minutes. Alors juste pour dire que nous, notre premier service, il est entièrement gratuit. Il est disponible librement à tous les acteurs du médico-social. En fait, ils ont l'obligation, les acteurs du médico-social, de sensibiliser aux mesures de protection juridique, mais ils n'ont rien pour le faire. Voilà. D'accord, donc, mais quelqu'un paye pour ça, parce que non, mais le faire, ça coûte économiquement. Qui prend en charge ce coût économique ? C'est de l'investissement. Je sais pas si. Oui, c'est de l'investissement, mais pour nous, c'est de l'accès client, parce que en fait, tous les acteurs du médico-social diffusent nos outils et nous amènent la clientèle sur un plateau, en fait. Donc, c'est un investissement. Il y aura un retour un jour. Le retour, il est simple. C'est qu'aujourd'hui, on a des grands groupes dans le médico-social, des acteurs comme des émanations de l'ARS, des grosses associations comme les Petits Frères des Pauvres, qui diffusent notre guide pratique, notre outil, notre petit chatbot d'information minute et en fait, les gens derrière nous contactent pour qu'on s'occupe de mettre en place leurs mesures de protection juridique. Donc c'est finalement ce qu'on a designé, c'est un outil qui nous permet d'avoir les gens qui nous sollicitent, et pour le coup pour un tarif beaucoup plus faible que ce qu'on pourrait imaginer, parce que nous aujourd'hui on est en train de tester notre modèle économique, mais on est en gros, pour mettre en place les mesures de protection juridique, quand on a tout simplifié, tout automatisé, on est sur du 240 € TTC. Donc c'est pas cher du tout, quoi. On est vraiment sur une logique, au contraire, et comme il va y avoir on espère qu'il y aura beaucoup de demandes, et on voit que c'est en train d'arriver. Finalement, le modèle économique, il se justifie par le volume, en fait. Donc la rentabilité, elle se fait par le volume, parce que comme vous allez avoir une diffusion de ces informations à un large public, mais vous avez beaucoup de demandes en retour. Donc ça peut fonctionner finalement justement pour permettre aux plus éloignés du droit d'avoir un accès à un tarif au contraire assez faible. Donc oui, moi je ne peux qu'être d'accord avec ce qui vient d'être dit. En fait, rien n'est perdu, c'est-à-dire que quel que soit l'effort qu'on fait, même si on n'a pas un retour immédiat, c'est-à-dire quand je fais ça, je vais avoir tout de suite, je vais être payé, etc. C'est de l'investissement qu'on fait, mais à moyen, voire à long terme. En fait, c'est autant de prospects qu'on va arriver à toucher, qui un jour vont venir nous confier un dossier ou qui un jour vont nous recommander. Et de cette façon-là, ensuite, on aura, ça va nous amener des clients. Donc en fait, c'est donner un peu pour recevoir ensuite, même si on va pas forcément pouvoir rentabiliser absolument tout de suite l'effort qu'on a mis en place, mais sur le long terme, le faire de façon régulière va automatiquement amener des dossiers au cabinet et ou du réseau, etc. Donc il n'y a rien qui est perdu. Il faut vraiment capitaliser sur tout ce qu'on fait, parce qu'il y a plein de choses qu'on fait, on le fait 15 fois. Et comme disait Alexandra très justement tout à l'heure, peut-être que c'est ce que tu dis aussi, c'est-à-dire que c'est un investissement qu'on va faire, donc on va mettre de notre poche, mais derrière toute la diffusion et toutes les personnes qui sont impactées vont venir solliciter le cabinet pour faire la prestation. Donc c'est sûr que c'est pas j'ai fait tel acte et je suis payée tout de suite. Non, c'est j'ai donné et je vais recevoir ensuite à moyen, voire à plus long terme, mais c'est sûr et certain que c'est rentable. Juste pour finir et pour conclure, bon voilà, ça nous amène au début, c'est-à-dire des pratiques
entrepreneurial, c'est-à-dire un plan de développement, un développement commercial. Bon, désolé, monsieur le bâtonnier, les mots qui fâchent, mais malheureusement ou heureusement, parce qu'on arrive à comprendre que nous, les avocats aussi, il faut qu'on s'y colle, il faut qu'on réfléchisse au business model de nos cabinets, au développement commercial, au marketing et à l'investissement. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, je prends une seule question, si vous voulez, parce qu'il faut qu'on enchaîne. Donc, oui, pardon. Merci d'abord, c'était très clair. Est-ce que vous savez comment les magistrats reçoivent, alors je pense aux conditions générales que vous avez évoquées lorsqu'elles ont été repensées, redesignées, et aussi aux conclusions, éventuellement comment les magistrats reçoivent les actes apparemment, ils commencent à s'y habituer et même il y en a qui sont très très contents parce que ça leur prend moins du temps pour les comprendre. Nous, en Espagne, on commence à les former en legal design. Voilà. Donc, et en fait, pensez à vous. Vous êtes. Est-ce que bon, quand vous rédigez des conclusions, vous les faites pour les magistrats et puis ensuite aussi pour les confrères et donc vous les reprenez sur du confrère adverse. Et entre des conclusions qui sont courtes, écrites en langage juridique clair, peut-être même avec quelques schémas, et d'un autre côté, des trucs hyper longs, hyper imbitables, où vous avez vraiment pas du tout envie de le lire, et vous savez que vous ne le lirez pas. Et en fait, c'est terrible, parce que c'est quand même votre job, il faut le faire. Enfin, c'est horrible. Et donc, lequel des deux ? Voilà. Et ben, les magistrats, c'est pareil. Lequel des deux ? Et en fait, moi, je pense vraiment qu'en faisant ça, comme on vend l'histoire la plus simple et la plus claire, bah, du coup, on gagne. Oui, l'effort de synthétisation est quand même toujours apprécié et ça marche beaucoup pour les expertises un peu pointues aussi. Au plus on mâche le travail, un magistrat, il n'a pas le temps de regarder le dossier, on le sait. Il va avoir un quart d'heure pour lire tout le dossier et rendre sa décision. Donc au plus c'est simplifié, au mieux c'est. Et comme dit Alexandra, finalement, l'effort synthétique de clarification et de présentation, ben, ça marche. Et on le sait, aux examens, la présentation, ça comptait quasiment la moitié des points. Et oui, et puis le juge, enfin, on permet au juge de comprendre ce qu'on veut dire. Et si on n'est pas compréhensible, bah, le risque est qu'il ne comprendra pas. Juste pour finir, en fait, c'est simple, hein, dans le processus du design thinking, il faut interroger tous les utilisateurs. Et figurez-vous que le juge, il est quand même aussi utilisateur de vos écritures. Donc peut-être c'est bien de lui demander qu'est-ce qu'il a envie de voir dans vos conclusions, comment il a envie que ce soit présenté, etc., etc. Et en fait, nous, c'est un travail sur lequel on réfléchit. Vraiment, c'est de le faire avec les juges, quoi. Leur dire bon, mais vous, comment vous voulez que ce soit écrit, quoi. Qu'est-ce qui vous arrangerait, en fait ? Merci. Alors, pour conclure, j'ai retenu quelques mots. Meilleure accessibilité, rendre le droit désirable, et puis un outil marketing. Et pour finir, un outil pour convaincre les juges. Donc merci pour le legal design.